Alors le premier article est un article qui fait le focus sur un aspect particulier de la relation entre les inhibiteurs du système angiotensine et les lésions de la maladie d'Alzheimer. En fait, le cerveau présente de très nombreux récepteurs à l'angiotensine 2, en particulier évidemment au niveau de la barrière hémoencéphalique, où on peut pressentir qu'il a une action sur la vasomotion, et il peut avoir aussi un effet direct sur la neurotransmission, notamment il y a de très nombreux récepteurs sur le système porte hypothalamo-hypophysaire. Et donc il y a un substratum anatomique, ou en tout cas biologique, pour une relation entre l'angiotensine 2 et le cerveau. Dans des études, notamment celle qui est citée sur cette diapositive, un traitement par les inhibiteurs de l'angiotensine serait associé à un risque inférieur de démence et de maladie d'Alzheimer. Ce risque serait inférieur par rapport à d'autres traitements antihypertenseurs. Cela fait suite d'ailleurs à de nombreux petits papiers avec moins de personnes, indiquant qu'il y aurait peut-être une différence. Cette étude vise à observer si on retrouve un impact particulier au niveau des lésions neuropathologiques. Pour ceci, ont été colligés à partir d'une base de données de laboratoires de neuropathologie des dossiers de patients qui présentaient un traitement antihypertenseur ou qui étaient considérés comme hypertendus, parce que dans cette base, ils avaient les chiffres de pression artérielle. La définition, c'est 140-90, la définition OMS. Et l'exclusion de cette base était de ne pas avoir d'altération cognitive connue ou un examen neuropathologique considéré comme normal. Les scores neuropathologiques ont été examinés. C'est évidemment le score du CERAD, qui est très classique, le Khachaturian, qui est moins utilisé en France, le Bracken-Brack, qui est le grand classique sur les lésions d'amylose, plus un score, alors qui était un peu subjectif à regarder la méthode, sur les lésions vasculaires, de même sur la leucoencéphalopathie artérioscléreuse sous-corticale, et puis sur les atteintes de la base du cerveau, un score très simple. Il possédait, c'est là qu'on voit la qualité d'une base de données comme celle-là, et il pouvait ajuster sur l'âge, le décès, le sexe, le BMI, mais aussi la lipoprotéine E4 et la PAS. 1275 sujets sont ainsi inclus. 1275 sujets sont recueillis et 890 peuvent être inclus avec un âge moyen de 83 ans, 15% présentaient un inhibiteur du système régine angiotensine et 64% un autre antihypertenseur. Et ils avaient 20% d'hypertendus non traités. Sur cette étude, on constate que l'âge des patients qui avaient un inhibiteur était plus élevé, ils avaient un IMC qui était plus élevé, ils avaient un MMS qui était moins diminué que chez les deux autres groupes, c'est-à-dire avec un autre antihypertenseur ou sans antihypertenseur. Ils avaient une CDR, donc un niveau de démence qui était plus prononcé. Et, petit problème, la vie clinique, comme quoi c'était une maladie d'Alzheimer, avait une fiabilité moindre, c'est-à-dire la comparaison entre les résultats anatomopathologiques et la révision du dossier par un clinicien montrait une association à la maladie d'Alzheimer qui était de moins grande force. On constate une diminution des lésions qui sont considérées comme celles de la maladie d'Alzheimer chez les patients qui avaient un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Par contre, assez curieusement, on constate plus de lésions d'infarctus, d'hémorragie et d'athérosclérose dans ce même groupe. Alors, moi, je pense que le principal biais, évidemment, c'est l'étude observationnelle, c'est-à-dire que qui est mis sous IEC, il y a probablement des choix qui sont faits et qui ne sont pas complètement innocents par rapport au statut vasculaire des patients. Il semble que, en tout cas, si on met en relation
les arguments cliniques et ce qui est observé sur le niveau anatomopathologique, il n'y ait pas les mêmes constatations avec les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et avec les autres antihypertenseurs. Il semble qu'il se passe quelque chose. C'est à peu près tout ce que l'on peut dire sur cette enquête, sachant qu'il y avait une moindre force d'association avec la maladie d'Alzheimer et plus de lésions vasculaires. Et on peut penser peut-être que ce groupe-là, finalement, était un groupe dont l'aspect vasculaire a tenté le prescripteur vers un IEC ou un ARA2. Évidemment, le mécanisme protecteur éventuel reste inconnu. Alors, un autre papier, et là, je prends ce papier parmi les productions annuelles de notre président et surtout de l'étude 3C, qui est cette grande cohorte qui nous permet de suivre l'hypertension artérielle des personnes âgées. L'année dernière, j'avais eu l'occasion de vous parler de l'hypertension artérielle masquée, qu'on va retrouver là, cette fois-ci, avec un suivi à 1 an. Alors, ce tableau, simplement pour rappeler quelques définitions, car à côté de l'hypertension artérielle permanente, c'est-à-dire d'avoir une pression artérielle élevée à domicile ou en consultation sans traitement, il y a l'hypertension artérielle non contrôlée, c'est la même chose avec traitement. La blouse blanche, c'est élevé en consultation, mais c'est normal chez soi. Il n'y a plus la blouse blanche, générale. Et la masquée, on a une pression de consultation qui est normale, alors qu'elle est élevée à domicile. Et puis vous avez chez les patients traités les non contrôlés blouse blanche et les non contrôlés masqués. La littérature montre évidemment qu'il y a un risque vasculaire augmenté dans l'hypertension artérielle permanente ou non contrôlée. Par contre, sur l'hypertension artérielle blouse blanche, il y a un niveau de preuve qui est relativement faible et on se pose toujours la question, faut-il traiter les hypertensions artérielles blouse blanche qui, comme vous le savez, sont plus fréquentes chez la personne âgée? Par contre, l'hypertension artérielle masquée, il y a certains arguments dans le papier de Fagard de 2007 qui tentent à montrer que l'hypertension artérielle masquée a le même risque que l'hypertension artérielle permanente, de même que l'hypertension artérielle à domicile non contrôlée. Donc, le but de cette étude, c'était de voir si, à 1 an, les hypertensions artérielles blouse blanche et masquées évoluaient vers une hypertension artérielle permanente, et si leurs correspondants traités non contrôlés évoluaient vers des permanentes non contrôlées. Pour ceci, une cohorte de 1481 patients de l'étude 3C, âgés de 73 ans et plus, ont été mesurés à domicile et en consultation, de manière, enfin, une fois initiale, puis à 1 an, avec des procédures qui sont indiquées ici. La pression artérielle en position assise, vous savez, c'est la pression artérielle de Framingham et des grandes études de la littérature. Et donc, c'est tout à fait cohérent de le faire de cette manière. Alors, les résultats, eh bien, les résultats montrent que l'hypertension artérielle blouse blanche n'évolue pas de manière significative vers une hypertension artérielle permanente, au contraire de l'hypertension artérielle masquée, dont le risque à 1 an de présenter une pression artérielle, une hypertension permanente est multiplié par 12. Ce sont des ordres ratios. Et les hypertensions artérielles non contrôlées, qu'elles soient en consultation ou à domicile, évoluent vers des hypertensions artérielles permanentes non contrôlées et donc nécessitent des ajustements thérapeutiques. Si on regarde ce qui est prédictif de l'hypertension artérielle permanente, on constate que c'est la pression artérielle à domicile, même dans les hypertensions artérielles blouse blanche, qui est associée au risque de présenter une hypertension artérielle permanente. En d'autres termes, plus la pression artérielle systolique à domicile est élevée, plus on augmente le risque, même si on a un écart entre domicile et consultation qui rentre dans le cadre de l'hypertension artérielle blouse blanche. On voit bien que l'automesure à domicile est prédictive dans cette étude. Dans la littérature, il y a une constatation
de la prédiction de l'aggravation de la pression artérielle dans l'étude Pamela, que ce soit pour blouse blanche et masquée, une autre étude pour blouse blanche, une grande étude pour masquée. Ce qu'on peut constater, c'est que le risque avec l'hypertension masquée est supérieur à blouse blanche, ça reconfirme, et que la non contrôlée à domicile semble avoir une évolution moins favorable qu'une non contrôlée en consultation. Donc, un risque accru à 1 an. Le risque pour l'hypertension artérielle masquée semble quand même bien établi, avec un risque de voir survenir des lésions cardiovasculaires liées aux organes cibles liés à l'hypertension artérielle qui est plus élevé. Donc là, vraiment, ça porte à avoir une attention plus grande sur la pression artérielle à domicile. Alors, comme Philippe a eu la gentillesse de ne pas le présenter, ça me donnera l'occasion de le faire. C'est un papier, et si on est à plusieurs à y penser, c'est que c'est un papier qui est important par la qualité de ce travail. Je pense qu'il va faire date dans quelque chose que l'on suspecte et qu'on va pouvoir affirmer, qui est la relation entre les altérations cognitives et la fibrillation atriale. Donc, une recherche a été faite. La méthode de l'étude est vraiment très rigoureuse. Je pense que pour les enseignants qui sont dans la salle, pour faire un cours sur la méta-analyse, comment il faut le faire, je pense que ce papier-là est intéressant parce qu'il l'écrit très très bien et très pédagogique. 3944 papiers ont été triés initialement. Et puis, donc, il y a eu des tris qui ont été faits sur la qualité de la méthode et sur l'objet aussi de l'article. 126 ont été éligibles dans un premier temps. Et à la lecture du papier complet, ils ont été écartés pour 105 d'entre eux. Et on aboutit à 21 patients, 21 études, je vais y arriver, excusez-moi, 21 études, 14 en population générale et 7 chez des patients qui ont présenté un AVC. Alors voici les résultats globaux, et comme ils sont illisibles, j'ai grossi ce qui est peut-être le plus important à regarder lors d'une présentation. Les études qui sont transversales montrent qu'il y a un risque accru d'altération cognitive chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire avec un niveau à 1,51. Et les études prospectives confirment cette relation entre fibrillation auriculaire et altération cognitive à 1,36. L'ensemble étant, si on mélange tout, si j'ose dire, reste significatif. Et donc, il y a une relation entre les deux. Mais si on fait un test d'hétérogénéité, ils en ont fait 3 tests différents. C'est quoi un test d'hétérogénéité? Vous comprenez bien que quand vous triez à partir d'une base de la littérature des articles qui ont été écrits par des auteurs différents, dans des contextes différents, avec des populations différentes, et que vous mettez tout ensemble, que vous mélangez pour avoir un résultat unique, vous prenez le risque, évidemment, de mélanger des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Et il peut très bien y avoir des sortes d'alliances de relations statistiques qui vous donnent un résultat faussement significatif, alors qu'il est tout simplement le jeu d'interactions non désirées. Et pour cela, on fait des tests qui permettent de repérer si les populations auxquelles on a affaire sont quand même comparables, si les résultats ont une certaine solidité, et on joue finalement sur une loi statistique simple qui est l'augmentation de la variance ou de la variabilité en fonction du type de résultat qu'il peut y avoir lorsque c'est hétérogène. Comme il y a le test d'hétérogénéité qui est nettement significatif, c'est-à-dire qu'on a quand même mélangé un peu les carottes et les poireaux, ils ont refait les analyses en sous-groupes pour voir si finalement il n'y a pas des témoins de cette hétérogénéité qu'on pourrait mettre en évidence. Et là, si on prend que les patients qui ont une démence, donc on supprime les patients qui vont présenter une altération cognitive sans démence, ça reste significatif. Si à l'inverse, on exclut les déments et on prend ceux qui ont un MMS inférieur à 24 ou une baisse de 3 points, ça reste significatif. Par contre,
si on prend les patients qui vont évoluer vers une maladie d'Alzheimer, ce n'est pas significatif. Vous voyez, la barre inférieure, vous le savez bien, est inférieure à 1. Ce n'est pas significatif, c'est-à-dire que la variation de l'odd ratio peut aller vers un sens inverse. Par contre, chez les patients qui évoluent vers une démence vasculaire, c'est significatif. Il est évident que les patients qui évoluent qui ont présenté un accident vasculaire cérébral et dans lesquels les fonctions cognitives sont associées à cet antécédent d'accident vasculaire cérébral, le risque est par 3, donc très 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 élevé lorsqu'il y a eu un AVC. Mais il reste significatif sans AVC. Alors, pourquoi y a-t-il une relation? Très rapidement, il y a plusieurs hypothèses. Soit tout simplement on a des risques vasculaires communs entre démence et FA, soit il y a un état d'hypercoagulabilité qui peut expliquer à la fois des lésions d'athérosclérose avec des micro-thrombies, ou bien évidemment, ça qu'on pense tous, c'est des micro-emboles d'origine cardiaque, mais il y a encore d'autres hypothèses, comme de l'hypoperfusion sur la variabilité sinusale, des états pro-inflammatoires, ou des lésions périventriculaires de la substance blanche, et qui sont fréquemment associées à des micro-angiopathies. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la relation fibrillation atriale et altération cognitive que l'on suspecte en clinique se confirme. Cette relation se fait avec la démence vasculaire et non pas la maladie d'Alzheimer. Et il y a une relation forte avec les antécédents d'AVC, ce qui semble logique. Le mécanisme prédomine sûrement sur des facteurs de risque et des facteurs d'hypercoagulabilité et pas uniquement sur les emboles, bien que ceci semble évidemment logique. Je vous remercie pour votre attention.